La Syrie, un printemps arabe qui a mal tourné. Depuis les premières protestations de mars 2011, la violence est allée crescendo. Les combats et les massacres auraient fait plus de 40 000 morts. Le conflit est asymétrique. Un rééquilibrage se fait certes par les gains territoriaux progressifs et l'érosion morale du régime, mais la balance ne penchera pas du côté des rebelles tant que de vétustes lance-grenades devront affronter les tanks et les MiG de Bachar el-Assad. Les armes sont donc une des clés du conflit qui est en train de se jouer. Le Qatar, mais aussi les États-Unis l'ont compris et seraient parmi les fournisseurs des rebelles. Chacun espère dessiner ainsi les contours politiques de la future Syrie. Quelle est la réalité de ce trafic international? Est-il souhaitable? Ce soutien en armes évite d'autres Bosnies, mais n'est-on pas en train d'attiser le feu d'une nouvelle guerre civile pour les années à venir? Mon entrée en Syrie se fera depuis la Turquie. Bien que certains postes frontières soient sous le contrôle de l'armée syrienne libre, l'ASL, ils ne permettent pas d'accéder dans la zone où je dois me rendre. Je suis accompagné de Leila, une activiste syrienne recherchée par le régime d'Assad. Elle risque la mort pour avoir brandi des banderoles et interprété des chansons évocatrices du drame syrien, devenues trop populaires sur YouTube. Leila, qui enseignait l'anglais, sera ma traductrice, mais aussi une excellente facilitatrice pour engager le dialogue dans une zone où une information tombée entre de mauvaises mains peut se payer en vie. Le franchissement de la frontière est organisé par des contrebandiers présents de longue date, mais qui se sont vite adaptés aux besoins des réfugiés et des rebelles. Ils reçoivent des informations en temps réel. Nous attendons un premier temps dans une voiture, puis une demi-heure dans le salon d'une maison. Enfin, le signal nous est donné, nous nous dirigeons vers la frontière toute proche. Nous marchons pendant 5 minutes. Le passeur est en contact permanent avec ses guetteurs. Il nous fait signe d'accélérer le pas. Bien qu'il m'ait dit que la caméra pourrait rester allumée, il me demande soudain de la ranger. Les choses n'ont pas l'air de se passer comme prévu. Quelques minutes après, alors que nous sommes encore en deçà des barbelés, il reçoit une nouvelle information sur son téléphone et nous demande de courir devant. Lui restera derrière nous, nous donnant l'impression de nous jeter seuls dans la gueule du loup. Une fois les barbelés passés, une 50aine de mètres plus loin, je réduis l'allure pour démarrer un enregistrement sur mon téléphone. Le terrain, après les barbelés, est plat, miné par endroits par l'armée syrienne pour limiter les accès à la Turquie. En sens inverse, un réfugié se couvre le visage de la main et je comprends qu'il veut que je cache l'objectif. Peu de temps après, nous arriverons à un van. Leila engage le dialogue avec le chauffeur qui répond en souriant. Je comprends à ce moment-là que la zone de danger principale est derrière nous. Premier arrêt dans la maison d'Abou Ali, un notable local qui nous offre un repas étonnamment festif dans cette région qui manque de tout. Comme beaucoup de personnes que nous allons rencontrer, Ali s'est porté volontaire et passe son temps et son argent à supporter la révolution. La générosité, la solidarité des rebelles et des civils me surprendra à plusieurs reprises. Une fois, en ce qui est juste, qui est sans doute le meilleur atout des rebelles pour l'emporter finalement contre le régime de Bachar el-Assad. Man, un soldat de l'ASL, sera en charge de notre sécurité pendant le trajet. Il demande que nous désignions la zone que nous allons parcourir comme les environs d'Alep et d'Idlib sans plus de précision. À de nombreuses reprises, il me fera signe de baisser la caméra pour éviter un indice qui pourrait désigner un lieu localisé un site de l'ASL. Quel est votre nom? Mon nom est Man Anouri, de la province d'Idlib. Depuis combien de temps faites-vous partie de l'ASL? J'ai rejoint la révolution et l'ASL depuis le début. Je faisais partie de l'armée syrienne et j'ai déserté au début de la révolution. Je faisais partie des premiers hommes qui ont rejoint le mouvement.
Un mois avant le début de la révolution, j'ai fini mon service militaire. Je suis alors allé manifester avec les premiers révolutionnaires. Quelle est la raison pour laquelle vous avez rejoint l'ASL? Quel a été le moment où vous avez pris cette décision? Nous sommes depuis 40 ans sous ce régime injuste, ce régime autoritaire qui nous fait vivre sans dignité, ni éthique et ni conscience. Maintenant, tout a changé. Nos consciences se sont éveillées. Nous avons fait la révolution et nous nous sommes levés pour reprendre cette liberté et cette dignité que l'on avait perdue. Pour mettre fin à cette société où les individus passés un certain âge n'ont pas d'emploi et aux jeunes qui ne peuvent pas trouver de travail après leurs études. Si vous aviez la possibilité de demander quelque chose à la communauté internationale, que demanderiez-vous? Nous n'avons besoin de rien de leur part, juste qu'ils prennent conscience de ces crimes, qu'ils voient ce qui se passe en Syrie, les bombardements, qu'ils se sentent gênés pour ces morts et ces violations des droits. Nous ne voulons ni d'intervention aérienne, ni navale, ni militaire. S'ils acceptent que tout cela se passe, alors nous sommes prêts à tout. On les supplie. S'ils n'ont pas de conscience ni de sentiment, qu'ils empêchent juste les bombardements aériens. La majorité des familles syriennes n'ont pas de repas quotidien, pas de pain et pas de travail. Et cela dure depuis des mois. Le peuple est en deuil. Le peuple est fatigué. Il est fatigué depuis le début et maintenant ça empire. L'intervention de l'ONU est une pierre d'angle du drame syrien. La Russie oppose son veto à un support militaire, faisant ainsi le jeu d'un régime capable des pires atrocités contre des civils. Cette attitude choque l'opinion internationale. Quels sont donc les intérêts de cette grande puissance à soutenir la Syrie, tant par des fournitures d'armes que par le jeu diplomatique? Quelques semaines plus tôt, je m'étais rendu à Moscou, où j'avais pu interroger Roulsan Poukov, directeur du CAST, un think tank russe privé qui travaille pour de grandes sociétés françaises et russes sur les questions de stratégie et de défense. Quelles sont à votre avis les raisons de cette prise de position russe? Je pense que la Russie le fait essentiellement pas parce qu'on a la base navale entre guillemets en Syrie et pas parce qu'on a le commerce d'armes avec la Syrie. Bien évidemment, ces raisons, il existent, mais c'est la raison secondaire. Je pense que la Russie soutient le régime de Bachar al-Assad pour deux raisons essentielles. Premièrement, on voit que quand les régimes des militaires, comme par exemple en Algérie ou en Syrie, ou en Égypte, ou les régimes laïques des autocrates disparaissent dans la région, l'État disparaît et on voit que c'est la guerre tous contre tous. Et avec l'arrivée d'islamistes de pire cas au pouvoir, avec les massacres des minorités ethniques, etc., et on considère que, grosso modo, entre les gens qui portent la cravate au Moyen-Orient et ceux qui ne portent pas la cravate, on soutient plutôt ceux qui portent les cravates. Et pour nous, Bachar al-Assad, ce n'est pas un autocrate ou dictateur horrible, mais c'est plutôt un barrage contre le barbarisme islamiste. La Russie, ainsi que la Chine, bloquent donc une intervention extérieure appuyée par l'ONU. Une option serait alors d'intervenir hors de ce cadre, par exemple grâce à une combinaison des armées de l'OTAN dans une coalition avec des pays de la Ligue arabe. Fabrice Balanche, un expert de la région, ne croit pas à un tel soutien, y compris via une no-fly zone. Si de manière unilatérale l'OTAN décidait une telle zone, ça serait vraiment se passer de l'avis des Russes,
À ce moment-là, le Conseil de sécurité de l'ONU n'aurait plus de raison d'être. L'ONU n'aurait plus de raison d'être puisqu'on se passerait entre guillemets, du droit international défini par l'ONU. Alors, il est peu probable que la Russie déclenche une guerre mondiale pour la Syrie. En revanche, elle pourrait mettre des bâtons dans les roues à une intervention française au Nord-Mali, par exemple, qui devrait se passer aussi de l'aval de l'ONU. On pourrait aussi avoir une avancée des Russes en Géorgie ou en Azerbaïdjan, de manière unilatérale également. Il ne faut pas oublier qu'en 2008, les Russes ont avancé en Géorgie, un an après que, de manière unilatérale, on accepte l'indépendance du Kosovo. Comme le reste des rebelles, Mann a donc très vite réalisé qu'il devrait affronter l'armée et les milices avec ses propres moyens. Les armes, le renouvellement des munitions devient alors sa préoccupation majeure. Suite à mes questions répétées sur le sujet, il accepte de me montrer des trophées de choix récemment capturés lors de combats avec l'armée syrienne. Ce tank, nous l'avons capturé à l'armée syrienne, dans une bataille à laquelle j'ai participé avec d'autres soldats. Il est en état de marche. Il n'a pas de dommages extérieurs ou intérieurs. Nous n'avons pas de fourniture en armes de l'étranger. Nos armes sont toutes capturées à l'armée syrienne. Avez-vous déjà mené des combats où vous avez utilisé les tanks que vous avez capturés ? Ce tank vient d'être capturé. Nous nous préparons à l'utiliser. Est-il possible de se battre avec l'armée syrienne qui a à la fois des tanks et des avions avec seulement des tanks ? Nos armes sont peu puissantes, mais nous avons la foi en Dieu et la vaillance du cœur. Plaise à Dieu, quand nous capturerons d'autres armes lourdes, nous les utiliserons dans nos combats. Petit à petit, nos captures augmenteront et nous les utiliserons. Pour les avions, nous utilisons les armes légères que nous avons, mais petit à petit, nous leur capturerons des armes plus lourdes pour pouvoir les abattre. Quel support attendez-vous de la part de l'Europe ? Si nous voulons une aide de l'extérieur, nous voulons des armes qui sont capables d'abattre les hélicoptères qui nous envoient des bombes et détruisent des villes entières. C'est ce qu'il y a de plus dur pour nous. Pourquoi pas des tanks aussi ? Les seules sources d'armes de l'ASL seraient donc des prises de guerre comme ces tanks ou encore les armes des déserteurs. Le soir, Imad, un chef important dont on m'a demandé de taire le nom et la responsabilité exacte, confirmera ces informations. Quelles sont les armes les plus puissantes que vous ayez ? أكثر سلاح متطور اللي غنمناه من الجيش نحن من الجيش الأسدي اللي هو مثلا في عندنا دبابات. Les armes les plus avancées que nous avons prises de l'armée d'Assad, ce sont des tanks. En petite quantité et avec peu de munitions. Et concernant les RPG, qu'est-ce que vous avez de plus puissant ? They got one only RPG-7. One RPG. En fait, nous utilisons des RPG-7 en faible nombre et aussi un exemplaire de RPG-29. Et d'où viennent les armes ?
Les armes, nous les récupérons des soldats d'Assad après nos victoires, à 90%. يعني هلا الشراء من الكتاب الثانية اللي عم تشتريها هي دائما بتجي على حدود العراق اللي كانوا عم يبيعوها الشيعة للشبيحة اللي موجودة بسوريا ونحن بنشتريها من الشبيحة. Pour le reste, à peu près 10% vient des achats de contrebande, notamment de groupes chiites en Irak, qui veulent faire de l'argent grâce à ce trafic en les vendant aux gangs d'Assad. To make earn on the profit through buying these weapons. Combien coûte un RPG 29, par exemple? على سبيل المثال قد ايه سعره هلا؟ قد ايه عم بيرتفع سعره للار بي جي 29 اذا انت هلا معك مصاري بدك تشتري؟ ما بحسن بشتريه انا لانه هلا انا غنمته غن من الجيش الاسدي. اذا بدك تشتري قد ايه حيكون حقه تقريبا؟ طبعا فوق المليون ونص ليره سوري يعني تقريبا شيء $20,000. À peu près $20,000. هلا وما بحسن اشتري يعني And he can't buy that. ممنوع من الحكومة. Mais on ne peut pas en acheter. He's prohibited from the, Le gouvernement turc interdit le trafic de telles armes. To the Syrian inside. Imad, avec lequel je passerai le reste de la soirée, est sans doute un chef de guerre hors pair. Mais ses propos sur l'origine des armes ne sont pas très crédibles et visent sans doute à préserver ses fournisseurs. Les sources, en dehors de l'ASL, concordent toutes. Un trafic existe et pas juste sur une frontière irakienne. Le premier argument en faveur de l'existence d'un trafic est que ces armes ont bel et bien un prix de marché. Toutes les balles ont été transférées à Alep. Celles-ci sont pour les entraînements. C'est à peu près 5500 € pour cette mitrailleuse. Avant la Révolution, nous ne pouvions pas avoir accès à ces munitions et ces armes. Avant la Révolution, cette mitrailleuse coûtait 2500 €. La Kalachnikov, quant à elle, coûtait, avant la Révolution, environ 600 €. Et maintenant, elle coûte 2200 €. Une seule balle coûte 4 € environ. Autre élément de preuve, le Lutfala II que nous voyons ici à quai au port de Beyrouth. Ce bateau a été arraisonné avec des armes à destination de la Syrie et probablement en provenance du Qatar 6 mois plus tôt. De nombreuses fuites aux États-Unis et en Turquie publiées cet été confirment par ailleurs l'implication de la CIA pour sélectionner des récipiendaires fiables parmi les rebelles. Un trafic existe donc, mais comment est-il organisé ? Au début du conflit, les armes venaient seulement des déserteurs, mais rapidement s'ajoutent d'autres sources étrangères financées par la diaspora syrienne, mais aussi le Qatar et l'Arabie saoudite. Ces pays sont les creusets du sunnisme et farouchement opposés au chiisme, auquel la minorité alaouite, menée par Bachar el-Assad, est alliée de longue date. Le circuit d'approvisionnement depuis ces pays et quelques autres est d'abord un circuit financier. Les financements, vous avez beaucoup de financements privés qui proviennent des pays du Golfe, notamment l'Arabie saoudite, à travers tout simplement des dons faits par des privés à des imams qui se chargent de transférer l'argent en Syrie. Alors il se trouve que beaucoup de ces imams justement sont d'origine syrienne et vont transférer l'argent à travers leur réseau, dans leur village, dans leur ville ou à des personnes qu'ils connaissent. Vous avez également des financements un peu plus officiels, provenance du Qatar, petit pays, 350 000 nationaux seulement. Donc là, vous avez surtout le gouvernement qatari qui, à travers les services de sécurité, va acheter des armes et les fournir aux rebelles via la Turquie, via le Nord-Liban. Vous avez aussi différentes quêtes faites dans les pays occidentaux, aux États-Unis. Mais là, c'est plutôt de l'argent destiné à l'humanitaire parce que les associations, si elles financent de l'armement, elles peuvent tomber sous le coup de la loi du financement contre le terrorisme. Donc, dans les pays occidentaux, c'est beaucoup plus risqué pour les associations dépendantes des frères musulmans, par exemple, de faire transiter de l'argent destiné à l'achat d'armes vers la Syrie. Bon, vous avez aussi des dons de l'armée turque qui lui donnent des vieux fusils aux rebelles syriens, qui le ramènent par caisse à la frontière, ils n'ont plus qu'à se servir. Voilà un petit peu comment ça se passe. Alors il s'agit des armes qui sont achetées sur le marché, c'est surtout des armes russes,
parce que sans doute qu'elles sont moins chères et qu'elles profusent. Puis aussi, ainsi, on ne peut pas faire la différence avec les armes de l'armée régulière et les armes de l'armée libre syrienne, puisque tous les deux se fournissent en Russie. D'où viennent les armes ? Il faut se tourner vers les zones de guerre des 10 dernières années. Liban, Libye, Irak sont des pays dans lesquels des stocks d'armes se sont accumulés et où s'est mis en place un fructueux marché noir. Hormis une minorité en provenance d'Irak, la plupart des livraisons transitent illégalement par le Liban et la Turquie pour rejoindre leur destination finale. Si ce trafic existe bien, il ne concerne pas cependant des missiles sophistiqués type Cornet ou Stinger. Les pertes récentes de MiG et d'hélicoptères de l'armée syrienne sont le fait de tirs de canons antiaériens rebelles, preuve que des missiles solaires ne sont toujours pas disponibles. Mahmoud al-Salam, le commandant de la Katiba Houten, à laquelle appartient Mahan, confirme ces limitations. Si vous aviez l'opportunité de demander quelque chose à la communauté internationale, que demanderiez-vous ? Tout ce dont nous avons besoin, ce sont des roquettes. Ils savent ce dont nous avons besoin. Ils sont tous complices. S'ils voulaient que la révolution se finisse, ils nous auraient donné l'opportunité de la finir. Nous ne voulons pas d'intervention militaire, mais nous voulons des fournitures d'armes. S'ils ne veulent pas, nous avons Dieu qui nous aidera. Et nous nous occuperons de libérer toute la Syrie. Donc, vous me dites que vous avez besoin de roquettes, mais les médias disent que des roquettes parviennent en Syrie pour fournir les rebelles. Ce n'est pas le cas ? C'est uniquement dans les médias. Nous n'avons rien reçu. Peut-être que votre groupe ne reçoit pas de roquettes, mais que d'autres bataillons, des bataillons particuliers, reçoivent des roquettes. Non, non. S'ils en recevaient, nous le saurions. Nous avons des contacts avec tous les autres bataillons. Je suis sûr qu'aucune roquette n'est parvenue en Syrie, à l'ASL. Est-ce que les bataillons islamistes reçoivent des meilleurs approvisionnements ? Non, non, pas du tout. Est-ce qu'un bon message de conclusion pour les gouvernements des pays occidentaux serait « arrêtez l'hypocrisie et agissez » ? Dieu vous jugera. Dieu vous jugera pour ce que vous faites pour la Syrie. Les stocks sont bien sûr un premier obstacle, mais il n'est pas le seul. Les gouvernements étrangers veillent à ce que les vannes ne soient pas trop ouvertes, d'abord pour des raisons politiques. Oui, tout à fait. L'armée syrienne libre, en fait, c'est un agrégat assez disparate. Vous avez des jeunes des villages, des quartiers qui se sont agrégés autour d'un déserteur qui les a organisés en bataillon, un notable du village, un chef de tribu. Et vous n'avez pas donc d'organisation réelle, de chaîne de commandement, de même respect par rapport à l'état-major de l'armée syrienne libre qui se trouve à Antioche. D'ailleurs, il y a 3 têtes, le colonel Assad, chef historique, je dirais, le général El-Sher, qui ne reconnaît pas Assad parce que lui est général et l'autre est colonel, si on veut simplifier. Puis un 3e qui est apparu, celui qui a lancé l'offensive sur Alep récemment, l'armée syrienne de l'intérieur, et qui accuse l'état-major à Antioche de pantoufler et de ne rien faire. Donc, donner des armes à qui, par quel canal, à une armée syrienne libre, en fait, qui est complètement divisée, complètement éclatée. Donc, la distribution d'armes, c'est aussi un moyen d'unifier cette armée et d'obtenir un semblant de hiérarchie et d'organisation. Donc ça, c'est le premier point. Et ensuite, évidemment, ceux qui distribuent les armes, Qatar, Arabie Saoudite, ou qui les financent, tiennent par ce canal à vouloir obtenir l'allégeance des groupes à qui ils fournissent des armes.
faire un parallèle avec la guerre civile espagnole de 1936, où les anarchistes étaient majoritaires dans l'armée républicaine, mais les armes venant de l'Union soviétique de Staline, c'est le Parti communiste espagnol qui assure la distribution, et ainsi qui a pu se renforcer au sein de l'armée républicaine et devenir dominant, éliminant les anarchistes et les membres du POUM, par exemple. Et en Syrie, c'est un petit peu la même chose qui se produit, c'est-à-dire que les bataillons qui font allégeance à l'Arabie saoudite ou au Qatar obtiennent des armes au détriment des autres. D'où d'ailleurs la saoudinisation de l'aspect des soldats qui se laissent pousser la barbe et qui arborent le drapeau noir des salafistes. Retour en Syrie où nous poursuivons notre périple. Nous ne sommes plus qu'à 20 km d'Alep, dans une zone qui est bombardée quotidiennement. Un tournant à une mauvaise intersection pourrait nous mettre face à face avec un checkpoint de l'armée régulière. Feraz Abnour sera notre guide pour cette étape de notre voyage. Il travaille précisément sur cette question cruciale de l'unification des rebelles, en coordonnant pour le Conseil militaire d'Alep le regroupement des différentes Katibas, unités de l'ASL. Vous m'avez dit que vous aviez un rôle dans l'unification de plusieurs Katibas à Alep et sa province. Vous pouvez m'en dire plus ? En effet, c'est une partie de mon rôle. Je travaille aussi pour un des conseils militaires chargé d'unifier les combattants. Nous essayons de ne pas avoir de voleurs, de combattants contre la liberté, qui utilisent la révolution pour leur propre intérêt, car nous nous sommes soulevés pour la liberté et nos actions doivent être justes à 100%. Pour tout ça, nous avons besoin d'être unifiés, pour pouvoir construire la future armée syrienne, qui est maintenant l'armée libre. Nous voulons reconstruire la Syrie du futur, et nous allons la protéger. Chaque famille, chaque enfant, chaque individu. Et nous aurons une armée représentant le peuple et pas le régime. Quelques jours avant, dans une ville turque dont on peine à croire qu'elle ne soit qu'à une centaine de kilomètres du chaos syrien, le sujet de l'unification m'était déjà apparu comme essentiel. Réuni avec d'autres chefs dans une base de repli secrète de l'ASL, Akram al-Badri venait de discuter les termes d'une alliance visant à regrouper 3000 hommes. Pouvez-vous me dire quel est votre rôle dans l'ASL ? Je suis un chef militaire de la région de Latakia. Vous m'avez parlé d'unification de groupe. En quoi consiste cette unification ? La vérité est que nous sommes des troupes de la région de Latakia, représentées par plusieurs chefs. Et nous voulons coordonner nos efforts sur cette province afin que toutes ces troupes soient regroupées. Nous avons 3 groupes que nous voulons unifier sous une bannière, un seul drapeau. Ceci afin de faire tomber le régime d'Assad. Pourquoi est-ce que cette unification est si importante ? Il y a un proverbe syrien qui dit « Il y a une rose dans chaque champ ». Ça correspond à un combattant de chaque région de Syrie. Donc, nous voulons rassembler nos armes pour montrer aux Nations Unies que nous sommes organisés, unifiés, que les armes sont dans des mains de personnes dignes de confiance et qu'elles ne seront pas données aux terroristes après, que nous ne sommes pas séparés mais unis. La question de l'allégeance à donner en échange des armes est aussi clé. Le message reviendra constamment chez tous mes interlocuteurs. Ils ne sont pas associés à un islam radical. Les vidéos de leurs attaques résonnent de Allahu Akbar, Allah est grand. Ils sont très croyants, mais refusent d'échanger leur liberté politique contre des armes. Mais au-delà de ces freins, l'obstacle principal à la livraison d'armes est la crainte d'une Syrie post-Assad en chaos où celle-ci tomberait aux mains de terroristes. Sur ces quelques images prises à la dérobée, on aperçoit le QG d'un groupe d'islamistes. Mes hôtes ne leur parlent pas et ne les considèrent pas comme faisant partie de l'ASL.
Craignant pour ma sécurité et mon équipement, Feraz n'acceptera pas de m'aider à les interviewer. Ce risque d'une radicalisation est bien entendu pointé du doigt par la Russie. On peut le donner un peu plus, je pense, mais si on va leur donner un peu plus, cette arme sera utilisée après contre les Américains ailleurs. Et je pense que c'est un peu stupide d'armer les islamistes. On a déjà passé cette histoire à plusieurs reprises en Afghanistan et ailleurs, et en Algérie. Si vous voulez les attentats à Paris de nouveau, comme dans 1995, allez-y. Quels sont les risques, vous pensez, d'une guerre civile ou d'une explosion en fragments communautaires après Assad? On l'a vu, ça déjà en Liban, au cours de presque 20 années. Bien évidemment, cela ne signifie pas que tous les gens seront exterminés tout d'un coup, mais je pense que ça va finir par que les chrétiens vont partir. D'autres minorités non sunnies vont se refermer comme au Liban, vont avoir leur propre enclave, leur propre milice, et comme Liban jusqu'à quelques dernières années, ça serait le pays qui existe uniquement sur le plan, sur la carte du monde. Mais à l'intérieur, on va avoir quelques mini-pseudo-pays presque autonomes l'un d'autre. Fabrice Balange confirme ce risque de libanisation du conflit. Ensuite, son caractère confessionnel, il est avéré dans plusieurs régions de Syrie. À Homs, par exemple, on a clairement une guerre entre sunnites et alaouites. Dans la périphérie du territoire alaouite, donc la région côtière qui se trouve au nord-ouest de la Syrie, on a un conflit sunnite-alaouite qui est très clair. Les massacres à Houla ou Mazara'at Kouber, c'est de l'épuration ethnique. Ce sont des milices alaouites qui ont été massacrés des villageois sunnites, l'attaque étant la meilleure des défenses. Il vaut mieux nettoyer le terrain avant que ce soit eux qui passent à l'offensive. En tout cas, c'est comme ça que les milices alaouites le concevaient. Donc on peut avoir une guerre civile confessionnelle généralisée en Syrie à mesure que les mois passent. Parce que jusqu'à présent, vous avez encore beaucoup de sunnites qui sont dans l'armée, dans les services de renseignement, dans les shabihat, les fameuses milices. Mais au fil du temps, on s'aperçoit que le régime perd justement les sunnites et se recroqueville sur son clan alaouite. Dans l'armée syrienne libre, vous n'avez que des sunnites. Vous n'avez pas d'alaouites, ni de chrétiens, ni de druzes. C'est vraiment une armée exclusivement sunnite. Et qui prend un tournant de plus en plus islamiste. On voit les barbes qui s'allongent, symbole des salafistes. On voit également de plus en plus le drapeau noir des salafistes. On le voit aussi à travers les noms des bataillons. Liwa al-Tahwid, Liwa le bataillon Tahwid de l'unité islamique. Liwa al-Umma, de l'union des croyants. Enfin, il y a tout un tas de signes qui montrent qu'on a une radicalisation, une islamisation, une mobilisation en fait des nouvelles recrues au nom de l'islam sunnite. Et par conséquent, en face, eh bien, vous avez une identité alaouite d'ailleurs qui commence à apparaître de défense du territoire alaouite chez beaucoup d'alaouites. Effectivement, à mesure que les mois passent, le risque d'une radicalisation augmente. Mais au-delà de signes avant-coureurs rapportés par les médias et d'ailleurs amplifiés par le régime syrien, je sens les hommes en noir isolés sur le terrain. Enfin, mes interlocuteurs sont unanimes quant au faible risque d'un chaos post-Assad. Tout semble déjà prévu. Après la chute de Bachar el-Assad, je sais que tous les combattants que je connais, moi le premier, nous ne nous battrons plus. Nous laisserons nos armes et nous nous reposerons. La révolution sera terminée. Notre combat est contre Assad et non contre le peuple. Nous respectons le monde, les gens dans le monde entier. Là, nous nous battons pour notre monde, notre patrie, notre liberté. Lorsque le régime sera tombé,
Nous ne serons pas en train de nous battre avec quiconque en Syrie. Voilà ce qui se passera après Assad. Je sais que tous les combattants de l'ASL feront de même. La Syrie est un pays très cultivé. La Syrie sera à nouveau reconstruite avec toute sa culture. Yassine El Omar, commandant de la Katiba Seif el-Haq près d'Idlib, est lui aussi en attente de rencontrer d'autres alliés politiques dans la base arrière turque que j'avais visitée. Il donne des gages de ce qui est mis en place dans les zones libérées du régime d'Assad. Est-ce que vous pouvez me dire comment votre région est organisée? Quel type d'environnement post-Assad vous mettez en place? Au début, nous nous sommes organisés pour la vie des gens. Nous avons tout organisé pour la boulangerie, pour la farine. Lorsque nous avons des manques, aussi pour le mazout, pour l'essence, on doit garder les prix comme ils sont pour ne pas faire de concurrence avec les autres commerçants. Par exemple, à Idlib, maintenant le baril de gaz est à environ 60 €. Que chacun suive des règles. Nous fixons des prix sur chaque chose qui est vendue dans la région. Le plein d'essence a augmenté dans toutes les régions de Syrie. Il est maintenant à 27 €. Chez nous, il est toujours à 5 €. Et quelles sont vos prochaines priorités? Quelles sont les mesures que vous prenez pour assurer la sécurité de la Syrie d'après Assad, notamment en ce qui concerne les armes? Nous avons des documents d'identité pour les rebelles, pour les membres de l'ASL. Tout possesseur d'une arme a une référence aux armes qu'il a. Et c'est écrit sur ces documents. Chaque chef est identifié et son rôle est indiqué. Chaque chef a beaucoup d'armes, mais elles sont toutes référencées. Tout ceci, c'est pour préparer l'avenir. Pouvez-vous me parler de la police et du cadre juridique que vous avez mis en place? Nous avons organisé des coopérations communes sur le plan militaire et civil. Les déserteurs de la police sont responsables des nouveaux postes de police. Nous avons des cours de justice. Tout rebelle ou civil, avec ou sans armes, qui commet un crime est jugé et puni. Aux Nations Unies, je voudrais dire que depuis le début de la Révolution, tout ce que vous faites, c'est parler. Dire votre inquiétude devant les médias en ce qui concerne les salafistes et les islamistes. Nous demandons la liberté. Nous avons besoin de l'aide extérieure. Nous avons besoin de votre aide pour nous libérer de ce régime qui nous bombarde. Nous sommes impuissants, totalement impuissants. C'en est trop. Nous avons tous les jours des centaines de milliers de martyrs. Qu'avons-nous fait pour mériter tous ces morts? Juste avant notre retour, Man nous amène à une école. Les enfants entonnent des slogans maudissant Assad.
Ces malédictions, normalement interdites par la religion et répandues à travers le pays, sont un signe que le conflit est encore dirigé vers une personne plus qu'une appartenance religieuse. Les zones libérées montrent déjà qu'une Syrie post-Assad n'est pas une Syrie chaotique et livrée à l'extrémisme. Des embryons de police, de justice sont en place, l'économie est contrôlée, l'ASL s'unifie. Ces témoignages doivent nous rassurer quant au risque que le conflit dégénère en cas de soutien militaire direct ou indirect, officieux ou officiel. Malgré l'optimisme de mes interlocuteurs et leur foi en une nouvelle Syrie, il ne faut pas oublier que dans l'ensemble du territoire, 1 millier de rebelles et civils continuent de mourir chaque semaine sous les obus ou les roquettes de l'armée syrienne. Comme l'histoire l'a montré avec le drame yougoslave, il faut, dans ces situations d'enlisement, ajouter rapidement d'autres moyens à la diplomatie et aux sanctions pour éviter que des crimes contre l'humanité ne continuent d'être perpétrés. Plus que la livraison d'armes antiaériennes en Syrie, un conflit qui s'éterniserait sans soutien de l'étranger pourrait, lui, être une des vraies causes de sa radicalisation. شهقات الثكالى طعنات توالى دمعة الطفل الغريب مديني يا شراع الزمان لربوع الأماني لمدى زاه منير هزتني نسمات الليالي فتراها ببالي مريض أبكتني صرخات الأيام وأنين تنامى حول قيد وأسير يا قدسي يا نفائح نفسي فيك ليلي وهمسي ودعاء المستجيب من يدري يا صبابة صدري أرض ميلاد فجري يعقب الليل المغيب هزتني نسمات الليالي فتراءى ببالي طيف آلام مريض أبكتني صرخات الأيام وأنين تنامى حول قيد عيناها نسفها مشتكاها حزنها وبكاها مسجداها والمسيح